Vous le souvenez partout, vous faites bien, mesdames et messieurs. Merci de la confiance que vous avez toujours renouvelée à ce média écologiquement correct, la RTEC Tropicana. Développement à la base, nous en parlons encore. Cette fois-ci, nous allons parler de la province du Mai-Ndombe qui en réalité dispose aussi des ressources adéquates qui peuvent justement assurer son développement. Qu'est-ce qui doit être réellement fait? Quelles sont les analyses qui doivent être réellement développées pour que l'on puisse arriver à aider cette province à émerger? Rachidi Bondi Bangokuru est notre invité. Il est environnementaliste. C'est avec lui que nous allons aborder cette question qui repose d'ailleurs sur un ouvrage qu'il va publier très bientôt. Monsieur Rachidi, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Savoir en parler, cette émission qui reçoit des experts et aujourd'hui c'est vous que nous recevons. Comment vous sentez-vous déjà quand vous vous rendez compte que vous êtes dans un média vert, un média qui n'aborde que des questions d'environnement? Franchement, je mets ça dans mon assiette premièrement parce que c'est important de parler les notions ou les contextes environnementaux dans un média purement environnemental aussi. Donc je mets ça vraiment dans mon assiette. Un média vert, développement à la base, on en parle, autant de territoires que nous avons. Le chef de l'État veut que le développement puisse partir justement de la base. Comment vous recevez, vous voyez déjà cette vision du chef de l'État? En fait, c'est une vision vraiment efficace et puis si on arrive vraiment à soutenir cette idéologie de Monsieur le Président son Excellence Félix Tshilombo, vraiment, nous pensons que demain ou le lendemain, nous vivons un Congo vraiment différent. Nous vivons dans un Congo développé, où les populations vont tirer profit de toutes les ressources que le Seigneur a mises à leur disposition. Bien évidemment. Alors nous parlons du Mai-Ndombe, la province du Mai-Ndombe, qui dispose de beaucoup de ressources parce qu'il faut vraiment le développement à la base comme le veut le chef de l'État. Qu'est-ce que vous avez déjà constaté dans cette province? Premièrement, je suis le natif de Mai-Ndombe. Et puis, avant de venir continuer mes études universitaires, ici à l'université de Kinshasa, je ne savais pas du tout ce que la province Mai-Ndombe avait. Avec tout ce que je voyais, je ne me rendais pas vraiment compte. Mais quand je suis venu poursuivre mes études, c'est partant de cela que je suis le potentiel de ce que la province a. C'est la raison même pour laquelle, dès que je suis arrivé à l'université, j'ai commencé à songer que dois-je faire pour participer au développement de votre province. Voilà. Et puis, c'est d'ailleurs cette initiative-là qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir écrire un ouvrage intitulé Mai-Ndombe, perspective et vision, qui n'est pas encore publié bien évidemment, mais on est en train de travailler là-dessus. Mai-Ndombe, perspective et vision. Voilà. Vision qui part aussi de la base, parce que lorsque la jeunesse s'intéresse au développement de sa province d'origine, ça signifie que c'est une action qui doit être encouragée et accompagnée. Alors, vous avez écrit cet ouvrage. Ma question de départ, je reviens. Qu'est-ce que vous avez constaté dans le chef de vos compatriotes qui sont dans cette province, qui vous a amené à vous révolter pour vous dire il faut que, à mon niveau, je vois ce que je peux faire pour aider ma province à émerger? Merci beaucoup. Premièrement, d'abord, avant de créer cet ouvrage, il y a pas mal de nos autorités compétentes de la province qui m'ont motivé. Premièrement, il y a monsieur le gouverneur Kosoki Vali Lebon, qui j'avais suivi une émission où il parlait du changement de type d'embarcation parce que comme il y a pas mal d'accidents qui se font, l'embarcation dans les circulations maritimes, si je peux dire, alors il y avait
une émission, il avait parlé de comment on peut faire pour limiter le nombre d'accidents. C'est partant de cela, ça m'a donné une idée. Et si on mettait en place une étude d'impact environnemental et social qui cadrait avec les transactions maritimes qui se font. Donc, comment faire pour réduire un peu tous les risques qui s'observent avec tous les accidents qui s'observent au sein de la province Maï-Ndombe. Donc, il y a pas mal de autorités compétentes que je ne saurais citer qui m'ont vraiment motivé. Ok, mais on va dire aussi que la province a beaucoup de ressources à nous, beaucoup de cours d'eau. Et j'aimerais d'ailleurs qu'aujourd'hui que nous puissions nous apaisantir sur cette question-là avec toutes les transactions, comme vous l'avez dit, les transports maritimes. Quels sont justement les défis qui caractérisent la province dans ce secteur-là des transports maritimes? Merci beaucoup. La province Maï-Ndombe a pas mal de rivières. Elle a plus de 6 rivières. Plus de 6 rivières. Elle a plus de 6 rivières. Nous viendrons. Là, c'est une promesse que nous faisons à nos téléspectateurs, surtout ceux qui sont dans le Maï-Ndombe, parce que nous avons à la RTEC une émission qui parle des cours d'eau. Nous viendrons vous visiter, nous viendrons parler de tous les cours d'eau qui sont dans le Maï-Ndombe. La province Maï-Ndombe a plus de 6 rivières. Que je ne saurais tout citer. Il y a la rivière Fini, il y a la rivière Molibampé, il y a la rivière Kassaï, il y en a beaucoup. Il y en a plein. Voilà. Maintenant, toutes ces rivières ne servent pas seulement comme une source d'épuisement, des produits alimentaires, mais elles sont aussi considérées comme une voie servant les transactions maritimes. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que ce n'est pas du tout les transactions maritimes. Le problème, c'est la manière dont nous les faisons. Ah, d'accord. Voilà. Ces problèmes-là se situent à quel niveau? Premièrement, nous devons comprendre que la population Maï-Ndombe, pour se déplacer ou pour faire ces transactions maritimes, souvent elle utilise les grandes et les petites pirogues et une sorte d'embarcation qu'on appelle souvent les baleinières. Ce sont des embarcations en bois. Alors, c'est au niveau de la durée de vie, parce que comme ce sont des matériels biodégradables, cela veut dire qu'il y a une durée de vie limitée. C'est ce qui apparaît un peu ignorant auprès de la population Maï-Ndombe. Alors, compte tenu de cette ignorance-là, qu'aujourd'hui nous remarquons, il y a pas mal d'accidents qui se produisent. Donc ces accidents-là que nous, journalistes, nous annonçons de temps en temps dans nos éditions d'information, c'est dû justement à cette ignorance-là de la part de la population. Mais si la population est ignorante, les autorités sont censées quand même connaître tous ces problèmes pour voir comment y remédier. Bien évidemment, les autorités sont censées connaître tous ces problèmes. Mais les problèmes aussi, vous devez comprendre, c'est que les autorités peuvent fixer ou peuvent mettre les lois. Mais c'est à la population de la matérialiser ou de les matérialiser. Lorsqu'on n'arrive pas à matérialiser les lois mises en place, c'est ce qui nous amène maintenant au naufrage. Mais ce n'est pas à la population de matérialiser, c'est à l'autorité de veiller à l'application de toutes les lois qui existent. Bien évidemment. Je vais vous donner un exemple pour que nous puissions très bien comprendre. Allez-y. Aujourd'hui, nous parlons de la navigation nocturne. C'est une pratique qui est vraiment défendue. Ah, la navigation pendant la nuit, elle est défendue. Elle est défendue à Maï-Ndombe. En fait, elle n'est pas défendue, mais compte tenu de manque de matériel approprié, on peut dire qu'elle est défendue. Voilà. Maintenant, jusqu'aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a la navigation nocturne qui se fait. Et il y a pas mal de dangers qui courent la population. Premièrement, la population aime beaucoup plus cette pratique, la navigation nocturne. Et pourquoi? Parce que avec toute la dangerosité que cela présente, qu'est-ce qui pousse justement la population à aimer naviguer pendant la nuit? La population aime naviguer la nuit. Pourquoi? Parce que ça réduit d'abord les trajets. Oh, comment ça réduit les trajets? Quand vous naviguez la journée, un trajet qui peut vous coûter au moins 3 ou 4 jours, si vous naviguez la nuit, vous pouvez le faire en 2 jours.
admettons, les gens la population Maïndombe est résidente dans la cité de Mouchi par exemple, qui quitte Mouchi pour Kinshasa. Si peut-être elle va naviguer, qui est la journée, elle peut faire 2 jours ou 2 jours et demi. Maintenant, partant de la navigation... Quitter de Mouchi jusqu'à Kinshasa. Quitter de Mouchi jusqu'à Kinshasa. C'est possible d'arriver par voie de l'eau? Ouais. C'est possible. Ok. C'est possible. Via nos rivières, vous pouvez directement quitter le territoire de Mouchi, via la rivière Lukini, vous passez par la rivière Kasai qui vient se jeter au fleuve Congo, puis directement vous arrivez à Kinshasa. Maintenant, le problème c'est que quand on pratique la navigation nocturne, on a tendance à réduire les trajets. Expliquez-nous comment on réduit ces trajets. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Quand on voyage la journée, on peut faire au moins, parce que si on voyage la journée, on quitte peut-être Mouchi à 7h, nous sommes dans l'obligation à 17h ou 18h d'accoster l'embarcation pour que demain matin, directement on profite du temps d'embarcation où on devait attendre, on continue le trajet. Directement. Voilà. Maintenant, le problème c'est le manque maintenant de matériel. C'est ça où la navigation nocturne devient dangereuse. Pourquoi? Parce que quand on voyage la nuit, on sous-entend qu'il y a toutes sortes de matériels possibles qui peuvent prédire déjà les dangers des lois. Maintenant, quand nous voyageons la nuit, tous ces matériels-là, on n'en a pas. Alors, le commandant ou le chauffeur est censé voyager par intuition. Oui, mais c'est ça la réalité. Voilà. Maintenant, le chauffeur ou le commandant a tendance à naviguer par intuition. Il sait que non, souvent la journée je passe là-bas, la nuit aussi je peux y passer. Or, le fleuve n'a pas de repères. Si vous n'avez pas les signaux pour voir ce qu'on a écrit, donc vous risquez vraiment de perdre le chemin. De perdre le chemin, comme par exemple les images que nous sommes en train de voir. Vous avez dit que là, c'est vous étiez dans cette navigation. Mais on ne voit pratiquement rien. Qu'est-ce qui se passe? On a failli mourir d'ailleurs. Expliquez-nous un peu ce qui s'est passé. Vous avez quand même expérimenté ça. Vous naviguez, vous ne voyez rien, vous ne savez pas là où vous allez exactement. En fait, nous étions dans l'embarcation. Moi j'étais parti pour visiter la province premièrement, et puis deuxièmement, c'est dans le cadre de mon travail de fin d'études. Dans le cadre de recherche. Alors, le commandant, il était déjà vers 23h si je ne m'abuse pas. Le commandant n'avait pas voulu qu'on se repose parce qu'il précipitait les clients. Alors, on ne voyait pas aussi là où on partit. Mais lui, il savait là où il allait. Parce que bon, habitué, connaissant un peu son milieu aquatique et cette navigation, il se disait, bon, je connais les chemins. Il a tendance à croire que c'est là où il vit. Mais la meilleure des façons pour s'assurer là où on va, ce sont des signaux, surtout la nuit. Ce sont des signaux. On sait que non, là, à moins de 2 ou 3 km, il y a telle chose. Il y a des sables, il y a des rochers partout. Maintenant, nous, on ne savait pas. Alors, il est arrivé que le commandant il se sentait un peu fatigué. Il a cédé le volant. On appelle ça les aides-commandants. Donc, ils sont là juste pour aider les commandants au cas où il y a un problème. Maintenant, le monsieur là n'avait pas du tout la même expérience que le commandant lui-même. Voilà, il n'avait pas du tout la même expérience. Maintenant, nous sommes partis cogner. Je ne sais pas, là, comme il faisait nuit, on n'avait pas du tout, on ne savait pas du tout ce que c'est. Si c'était une roche, ou donc on ne savait pas du tout. Mais on a failli succomber. Grâce à Dieu, le commandant s'est réveillé et puis directement il a pris le cap. Nous sommes partis accoster quelque part. Juste à ce quand on voit qu'il fait épais,
jours. C'est partir de cela là, vous pouvez continuer. Mais les autorités de la province sont quand même informées, ils sont au courant de cette situation. De temps en temps, il y a eu beaucoup d'incidents et beaucoup d'accidents, même à travers ces navigations nocturnes. Pourquoi ils ne prennent pas des mesures justement pour soit interdire carrément et puis mettre des mécanismes qui permettent à ce que l'on puisse veiller à ce que les gens ne puissent pas marcher à l'encontre des mesures prises. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai pu mettre en place cet ouvrage, parce qu'il y a toute alternative qui peuvent, toutes sortes d'alternatives qui peuvent nous aider à réduire ou à minimiser les coûts d'accidents ou de naufrage dans la province de Maïndombe. Alors parlons-en, qu'est-ce que vous avez proposé à travers votre ouvrage? Avant qu'on en parle, j'aimerais que je voudrais vous informer d'ici où depuis l'année 2015 jusqu'à l'année 2025, la province Maïndombe a pu enregistrer plus de 1400 morts. 1400 morts via la navigation nocturne. Oui, il y a 1400 morts. 1400 morts. Parmi les 1400, il y a de ceux-là qui se sont portés disparus. Et il y a de ceux-là qui les corps ont été retrouvés. Parmi les accidents, dernièrement, il y a un accident qui a été commis. L'embarcation quittait Mouchi, c'était vers 16h-17h. Et puis, en arrivant vers un village qui s'appelle le Djiba, l'embarcation d'ailleurs est appelée la Sainteté. HB la Sainteté. Alors, vers le Djiba, comme il faisait déjà nuit, le chauffeur ne savait pas là où il partait. Comme nous venons de dire la navigation nocturne, la vision, il ne va pas bien. La vision du commandant est limitée. Même les images sont tentées comme de les démontrer, même à la télé là. C'est le noir, on ne sait rien voir. Donc nous sommes complètement dans le noir. Et puis là où il partait, il avait cru comme si c'était la bonne voie. Ce n'était pas le cas. Il est parti cogner sur le bord et puis en retournant dans la rivière, l'embarcation s'est cassée en deux. Et les gens sont noyés. Se sont noyés. Il y avait pas mal de plus de 45 personnes, plus de 85 personnes plutôt, qui ont été portées disparues. Et puis il y a 20 autres qui ont été retrouvés. 20 corps ont été retrouvés. 20 corps ont été retrouvés. Et puis il y a aussi un minimum de rescapés. Un minimum de rescapés. Voilà. Donc, mais c'est ce que je tentais de dire. Les autorités provinciales sont quand même informées de ces situations. Pourquoi ils laissent faire? On va dire quoi? L'autorité de l'État ne se fait pas sentir dans le Maïndombe ou qu'est-ce qui se passe? En fait, là, je dirais que les autorités compétentes font leur travail. Non, comment vous allez confirmer qu'ils font leur travail? Ils ont pour mission de veiller à ce que la population puisse naviguer en toute sécurité. On va y arriver. Allez-y. Les autorités compétentes font leur travail. Mais le problème, c'est que quand on donne, ou bien on donne une loi, le problème, c'est qu'on veille pour que cette loi-là soit respectée. Mais qui va veiller? La population a une part de responsabilité, les autorités compétentes aussi. Maintenant, comme la navigation nocturne, l'embarcation peut quitter peut-être Maïndombe vers 15h. Les autorités savent que comme l'embarcation a quitté Maïndombe vers 15h, nous le savons, ils ont essayé que peut-être à 17h, ils vont accoster dans tel endroit. En arrivant dans tel endroit, compte tenu de la rapidité qu'ils ont, ils veulent peut-être arriver à temps. Par rapport à leurs intérêts, quoi. Par rapport à leurs intérêts, bien évidemment. Ils continuent leur navigation. Mais est-ce qu'il n'y a pas de moyens de contrôle? C'est justement ça, parce que ce sont des défis. Il n'y a pas de moyens de contrôle pour s'assurer que pendant la nuit, personne ne navigue. C'est pourquoi je vous dis que les autorités compétentes ont une part de responsabilité. La grande part d'ailleurs. La grande part, bien évidemment. Quand ils se sont entendus que peut-être à 17h ou à 17h50, on va accoster, mais ils ne l'ont pas fait. Le problème, c'est que la durée, et puis la durée de quitter peut-être Inongo pour arriver jusqu'à Mouchi, il y a un minimum de gens qui veillent sur l'applicabilité de l'eau. Un minimum de gens. Un minimum de gens. Des agents de l'ordre, si je peux dire. Voyez, parce qu'il y a des ceux-là qui, si vous arrivez peut-être à Mouchi, avant de quitter Mouchi pour descendre ou arriver à Kinshasa, il y a des ceux-là qui viennent, on les appelle
les agents maritimes, si je peux dire, ils viennent vérifier si vous êtes en ordre, tout consort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez vous présenter que non, vous êtes en ordre. Mais en quittant, en dépassant Mouchi pour arriver à Kouamout, peut-être, vous prenez encore une autre marchandise, une autre quantité de marchandises. Or, là-bas, à Mouchi, on avait déjà vérifié, vous étiez en ordre. Oui. Au lieu de seulement de descendre avec cette même charge-là, vous ajoutez encore une autre charge. Sans les constater, ça pour autant que les autorités compétentes soient au courant. Mais là où vous ajoutez, il n'y a pas des autorités pour veiller à ça? Non. C'est pourquoi je vous ai dit que nous devons maintenant élargir nos champs d'action. Donc, dans même un petit village, il faut toujours que les surveillants soient là pour veiller là-dessus. Les images sont claires, hein, avec ces images que nous voyons, on voit vraiment qu'il y a surcharge et ça justifie justement tous ces dégâts que vous êtes en train d'évoquer. Bien évidemment. Maintenant, il faudrait que dans chaque village, les autorités compétentes puissent mettre les agents pour veiller là-dessus. Parce que l'embarcation peut... Parce qu'ils connaissent quand même tous ces coins, non? Ils connaissent tous ces coins où on embarque généralement les gens. Les services de l'État pouvaient être là pour continuer à veiller justement sur ces normes qui sont établies. Maintenant, il y a aussi un autre problème, c'est que l'embarcation peut être surchargée. Oui. Maintenant, les agents qui contrôlent, est-ce qu'ils auront vraiment cette conscience-là de dire que non, cette embarcation est surchargée? Avant que vous quittez les ports, vous devrez décharger une quantité de marchandises afin de protéger la population qui s'y trouve. C'est ça le grand problème. Mais pourquoi vous refusez justement d'accepter la grande part des responsabilités des autorités provinciales? Parce que tout ça, c'est l'autorité qui doit veiller. Quand l'autorité ne veut pas veiller à la sécurité justement de sa population et ne voit que des intérêts, et là, en ce moment, c'est l'autorité qui ne joue pas le rôle qu'il est censé jouer, ou qu'elle est censée jouer parce qu'il s'agit d'une autorité. Bien évidemment. Maintenant, les problèmes, il y a aussi les problèmes, il y a aussi un autre problème, c'est que une fois que les autorités compétentes ou bien l'autorité compétente fait son travail, il constate que non, vous êtes en ordre. Consciemment, vous savez que vous êtes aussi en ordre et que vous quittez peut-être un tel port pour arriver à un tel endroit. Alors, vous devez garder toujours cette même charge-là, de peur d'avoir des problèmes. Maintenant, si vous commencez à ajouter une autre charge que les autorités ne savent pas ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez, c'est pourquoi je vous ai dit que la population doit aussi être consciente de ce qu'elle est en train de faire. Mais pour que la population soit consciente, l'autorité doit aussi imaginer, par exemple, mener des campagnes de sensibilisation de la population, faire comprendre à la population les bien fondés de toutes les normes qui sont prises, de sorte que la population elle-même comprenne qu'il n'est pas seulement question de chercher le gain, il n'est pas seulement question de chercher des intérêts, mais il est plutôt question de gagner à la fois ces intérêts-là et rester en vie et naviguer en toute sécurité. Mais lorsqu'on n'arrive pas à sensibiliser la population, lorsqu'on n'arrive pas à s'imposer pour faire respecter les normes, en ce moment-là, c'est l'autorité qui va loin de sa mission. Bien évidemment, l'autorité a une part de responsabilité. Une grande part. J'aimerais que nous puissions quand même admettre ça, mesdames et messieurs, parce que lorsqu'on voit les explications que l'ingénieur Rachidi tentait de nous présenter, nous nous rendons finalement compte qu'effectivement l'autorité a une grande part de responsabilité et l'autorité de l'État doit être vécue à tout bout de champ. Les autorités ont une grande part de responsabilité. C'est pourquoi je vous ai dit que nous devons élargir nos champs d'action. Très bien. De quitter Mouchi jusqu'à Kinshasa, nous devons voir des failles ou les villages auxquels les agents ne se trouvent pas. Et puis placer les agents. Et puis, pas les agents corrompus. Parce que... c'est là aussi le problème. Comme de la corruption, partout. Hein. Non, pas les gens corrompus, les gens honnêtes. On sait que non, l'embarcation dépasse la charge parce que
Ce que je voudrais vous dire aussi, vous savez, c'est pas toute embarcation qui est censée concevoir ou accueillir une charge égale. Donc cela veut dire quoi? Mais c'est clair, c'est clair. Une voiture catch ne va pas quand même avoir la même charge qu'un grand camion. Là, quand même, vous le dites, mais ce n'est pas ce qui se passe à Maïdomé. Donc, nous avons tendance à croire que si l'embarcation fait seulement des transactions maritimes, c'est qu'elle peut recevoir toutes sortes de charges sans pour autant avoir des limites. Comme l'image que nous venons de voir tout à l'heure là, vous voyez, une embarcation qui est lourdement chargée. Et la population qui s'y trouve, personne d'entre elles n'a même les EPP, donc l'équipement de protection personnelle. Et elle compte traverser Ngobila. Donc le chenal, avec tout ce qu'elle a comme puissance, on risque quand même d'avoir des problèmes. Vous voyez? Donc, l'embarcation qui vient d'être nouvellement mise en marche et celle qui a été, ils ont toujours les charges doivent toujours se différencier. Celle qui vient d'être nouvellement créée doit avoir sa limite de charge et celle qui était déjà en marche doit aussi avoir sa limite de charge. Moi, je pense qu'on doit tout simplement dire que toute embarcation doit avoir une limite de charge, une limite contrôlée, contrôlable, de sorte que l'on puisse préserver des vies des populations qui sont obligées de naviguer parce qu'ils doivent nourrir leur famille, sont obligés de naviguer parce qu'ils doivent aussi ravitailler d'autres coins de la République, parce que vous savez, le chef de l'État l'avait aussi évoqué, il faut que nous arrivions justement à cette revanche du sol sur le sous-sol, que les gens puissent aller faire les champs, que l'on puisse se concentrer un peu sur l'agriculture pour nourrir un peu le Congolais. Alors pour nourrir, il faut qu'il y ait justement ces activités champêtres qui soient réalisées, mais au-delà de ces activités, il faut qu'il y ait des voies de communication, il faut qu'il y ait des moyens justement de placer toutes ces productions. Alors, comme nous sommes un pays tellement béni, nous avons beaucoup de ressources en eau, nos rivières, nos cours d'eau, deviennent justement ces voies de communication qui doivent être aussi contrôlées, de sorte que les embarcations soient faites pour aider en même temps à déplacer ces productions agricoles, mais aussi à protéger les populations qui sont derrière toutes ces activités-là. Bien évidemment, c'est ce que j'ai évoqué en parlant de la capacité d'accueil des marchandises. Donc cela veut dire quoi? Je voudrais d'ailleurs vous informer, parmi les 3 provinces qui alimentent la ville-province de Kinshasa, la province Maïndombe en fait partie. Notamment, il y a la province du Bas-Congo, il y a celle de l'Équateur et puis le Maïndombe. Aujourd'hui, on parle du Congo central. Aujourd'hui, on parle du Congo central. Alors, je vais parler de la charge limite. Donc, cela veut dire quoi? Une petite pirogue et une grande pirogue ne peuvent pas contenir une même quantité de marchandises, une même charge. La charge doit être limitée. C'est la même chose avec les embarcations aussi. Parce que mais là, vous l'avez déjà évoqué, parce que nous nous rendons finalement compte que là, ce sont les défis que rencontre la province. Vous avez eu quand même à écrire là-dessus. Vous avez été sur le terrain, vous avez constaté. Est-ce que vous avez eu aussi l'occasion de rencontrer ces autorités pour leur présenter la situation et proposer aussi des pistes de solutions? Parce que c'est aussi ce rôle-là que nous avons. Nous pouvons aussi proposer aux autorités ce qui peut aider justement à résoudre les problèmes. Bien évidemment, j'ai eu à contacter certaines autorités qui malheureusement ne m'ont pas répondu. Ne vous ont pas répondu. C'est ça le problème aussi chez nous. Les autorités ont du mal à recevoir des jeunes qui ont des belles idées, qui peuvent les aider à réussir leur mission. J'ai contacté certaines autorités qui ne m'ont pas du tout répondu favorablement et cela ne me décourage pas du tout de venir en parler dans les médias pour pouvoir aider ma province. Parce que si nous faisons tout ça,
c'est pour le seul unique but de promouvoir un Maïndombe digne. Ah d'accord. Vous aimez bien votre Maïndombe. Il faut faire la promotion du Maïndombe, des ressources que l'on retrouve dans le Maïndombe, ces ressources qui peuvent aider la province à se développer, parce qu'on doit se le dire, quand même toutes ces navigations-là, c'est quand même, ça paye quand même quelque chose, ça fait entrer de l'argent dans les trésors. Question de savoir ce qu'on fait de tout cet argent-là. Bon, je crois que si les autorités compétentes, surtout Monsieur le ministre de l'Environnement, Jean-Claude, au niveau de la province, au niveau de la province Maïndombe, Monsieur le ministre de l'Environnement, Jean-Claude, que je l'ai salué en passant, j'aimerais lui demander un rendez-vous, une audience, qui me permette qu'on se voie et puis pour qu'on en parle. Parce que Maïndombe, c'est l'une des provinces clés de la République démocratique du Congo, même si je peux le dire. Elle est reconnue au niveau national, même international, compte tenu de ce qui est là comme patrimoine. Alors nous ne pouvons pas la laisser comme ça. Avec ce qui est là, comme ressources, nous devons nous battre pour qu'elle soit vraiment une province lumineuse de la République démocratique. Vous avez quand même suivi dernièrement, parce que nous parlons de cet aspect des choses, lors d'un briefing à presse, Marie Nyangé, ministre de l'Environnement, a évoqué même la création d'un office congolais de l'eau pour essayer un peu de résoudre ces problèmes-là que vous évoquez, parce que l'idée c'est faire en sorte que nous puissions tirer toutes les dividendes nécessaires de toutes les ressources en eau que nous avons, nos cours d'eau, créer une sorte de traçabilité, créer des mécanismes de gestion durable des ressources pour contourner toutes ces difficultés que vous évoquez. Bien évidemment, en fait, je l'avais suivi, je l'ai salué aussi en passant. C'est l'idée même qui m'avait motivé de mettre en place un cabinet d'études d'impact environnemental et social qui va se baser sur les transactions maritimes à Maïndombe. Donc, jusque-là, on n'a pas encore de matériel pour le mettre, mais quand même, je demande l'apport des autorités compétentes de pouvoir nous aider. En fait, ce cabinet d'études d'impact environnemental et social va devoir nous aider. Si peut-être une embarcation quittait tel endroit pour tel endroit, nous devons faire l'étude d'impact environnemental et social, savoir quelle est la charge limite de cette embarcation, quels sont les matériels conçus pour cette embarcation et quel est le nombre exact de personnes que cette embarcation peut recevoir, de peur d'avoir de connaître tous ces risques-là. Ainsi, on comprend bien aussi, le ministre des Transports devrait s'intéresser à cette question-là. Que ce soit le ministre provincial, que ce soit les ministres nationaux. On a vu Jean-Pierre Bemba à maintes reprises revenir sur cette question-là liée à la navigation, à travers tout le cours d'eau que nous avons. Alors, au regard des risques que cela présente, je pense qu'en amont, le ministère provincial, par exemple, pouvait déjà orienter la population, orienter toutes les sociétés qui travaillent dans toutes ces embarcations que vous évoquez là, de sorte que l'on puisse mettre de l'ordre. Est-ce que les jeunes aussi de la province se mobilisent aussi de temps en temps pour essayer de pousser l'autorité à revenir un peu à la raison et à mettre un peu de l'ordre dans ces secteurs-là? Bien évidemment. D'ailleurs, moi, j'ai une association nommée l'association Les Jeunes Conscients de Maïndombe. On y travaille là-dessus. Souvent, parce que si je parle cette fois, c'est ma 4e fois. Nous partons d'une cité à l'autre pour mobiliser les jeunes, pour sensibiliser les jeunes. Parce que cette histoire, ce n'est pas une mince affaire. On ne peut pas le faire tout d'un coup comme ça et puis ça va se réaliser. Il faut toujours de préparation. Et puis, ces préparations-là, ou bien toutes ces préparations-là, nous pouvons les faire que si nous sommes ensemble.
si nous sommes unis, donc il y a une mobilisation il faut tous qu'il y ait une azimuts. mobilisation. Est-ce que c'est ça justement, vous l'avez évoqué, mais est-ce que la mobilisation, c'est que je commence comme ça, que vous faites dans le Maïndomé chaque fois que vous y êtes, rencontre un peu d'engouement de la part de vos compatriotes qui sont de nos compatriotes, parce que le Congo reste un et indivisible, et nos compatriotes qui sont dans le Maïndomé, est-ce que vous trouvez quand même du répondant dans leur chef? Dernièrement, quand j'étais parti, parce qu'en 2025, il y avait un vent qui avait soufflé à Mouchi, il y avait pas mal d'accidents, il y avait pas mal de maisons qui se sont écroulées. Et puis, quand j'étais parti, moi avec mon équipe, donc l'association des jeunes conscients de Maïndomé, on s'était mobilisés de pouvoir planter les arbres dans des endroits un peu stratégiques pour pouvoir éviter que prochainement, si peut-être les vents soufflaient, pour pouvoir protéger la population. Et cette initiative, elle a été encouragée par l'ex-ministre de l'Environnement, que je le salue aussi en passant. Eva Zaïba. Il y a pas mal de gens qui m'avaient encouragé. Mais vous savez, ce genre de choses marchent souvent avec les moyens. Oui. Parce qu'il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement. Est-ce que vous avez déjà frappé des portes auprès ça peut être des organisations ou encore de l'État, au niveau de la province, même au niveau national? Nous avons frappé des portes. D'ailleurs, j'avais intéressé notre élu un des élus de Maïndomé au nom de M. Freddy Bonzeke Eliki. Qui est l'un des députés nationaux de la province de Maïndomé, ici de Mouchi. Il avait intéressé, mais malheureusement, je n'étais pas resté, et puis il ne m'avait pas répondu. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer ou vous êtes arrêté au niveau de ceux qui les gèrent, hein, en fait, l'entourage? Vous savez, pour rencontrer une autorité compétente comme elle, vous devez d'abord passer par... Voilà. Et malheureusement, vous n'avez pas... Ceux-là ne vous ont pas permis de rencontrer. Ceux-là ne m'ont pas permis de rencontrer. Et puis, via les téléphones, tout qu'on sort. La réponse, on a parlé quand même à l'hémicycle, par exemple, même au niveau du Parlement, créer un mécanisme de le rencontrer pour... Souvent, on s'était déjà vu lors des... C'était en 2025, je crois, au début 2025, on s'était vu. Et puis quand l'activité après a eu un peu de l'ampleur, alors nous nous sommes dit, nous devons encore le revoir. C'est là où maintenant ça a posé problème. Je ne sais pas compte tenu de ce qu'il a comme occupation aussi. Son agenda. On n'a pas pu se voir. Mais comment? Ils ne font pas de descente sur terrain. Il y a, pendant les vacances parlementaires, les députés descendent sur terrain vers leurs élus pour rencontrer un peu, pour voir les difficultés que ces compatriotes rencontrent pour voir comment en parler au niveau de l'hémicycle. Bien évidemment, ils font les descentes sur terrain. Dernièrement, il était parti là-bas. Mais vous n'étiez pas sur place? Non, moi je n'étais pas là, moi j'étais déjà ici. Et je ne sais pas si jusqu'à là ils sont encore là-bas. Ils étaient partis pour voir les victimes de ce vent violent. Voilà. Et puis voir ce qu'ils peuvent faire. Là, moi j'étais déjà de retour. Mais c'est que moi je demanderais à nos autorités compétentes de pouvoir encourager les jeunes. Parce que vous savez, demain ou le lendemain, peut-être ils ne le seront plus. C'est nous qui allions les remplacer. Alors si aujourd'hui nous ne nous sentons pas encouragés, si aujourd'hui nous ne nous sentons pas accompagnés, peut-être demain ou le lendemain, ça sera un peu grave pour notre province. Ça sera très compliqué. Il y a pas mal de jeunes qui ont vraiment de l'ambition, mais c'est juste l'accompagnement qui... Mais puisque vous parlez des cours d'eau, mais est-ce qu'il y a quand même l'exploitation du poisson qui s'est fait comme l'élément d'eau? Oui. Et si ça s'est fait de quelle manière? Toujours artisanal? Il n'y a pas des mécanismes professionnels qui sont mis en place? Il y a l'exploitation des poissons qui s'est fait dans toutes les rivières de Maïndomé. C'est d'ailleurs à partir de cela que la province de Maïndomé arrive à subvenir à ses besoins nutritionnels. Maintenant, les problèmes se posent de la manière dont cela se fait.
À Maïndombe, nous avons trois pratiques qu'on utilise pour exploiter les poissons. Oui. Vous allez m'excuser, c'est un mot Pirema Lingala. Allez-y. La première pratique est appelée Sambouissa. 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 Voilà, bah, Sambouissa, Anine. Sambouissa, c'est pas poisson. Sambouissa, c'est si je peux dire. La deuxième pratique, elle est appelée Ntiangi. Ntiangi. Vous allez expliquer chaque partie. Je vais expliquer chaque partie. Et puis la troisième partie, elle est appelée Lifumba. Lifumba. Voilà. Alors, commençons par Sambouissa. Commençons par Sambouissa. Sambouissa, qu'est-ce qui se fait? Parce que c'est d'ailleurs à cause de toutes ces pratiques qu'aujourd'hui nous avons la rareté des poissons à Maïndombe. Okay. Parce qu'aujourd'hui la province Maïndombe jadis subvenait de ses besoins alimentaires. Mais aujourd'hui la province commence à tendre la main, à importer même des produits alimentaires, ce qui est vraiment déplorable. Dernièrement j'avais vu le gouverneur de la province, M. Nkosokivani Lebon, en train d'initier l'élevage des poissons, la pisciculture, que j'encourage vraiment, c'est une très belle initiative. Mais de ma part, je crois que c'est pas vraiment une solution prioritaire. On va en parler. La première pratique, c'est Sambouissa. Comment cela se fait? Les pêcheurs arrivent à choisir ou bien à cibler les îles. Parce que vous voyez, dans des rivières, il y a des îles. Oui. Et ces îles-là, d'ailleurs, sont considérées comme les nids des poissons ou les foyères, les endroits où les poissons se multiplient. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les pêcheurs arrivent, peut-être ciblent telle ou telle île. Maintenant, ils entourent par un filet qu'on appelle souvent les moustiquaires. Ce sont les filets à petits trous. Ils entourent l'île par ces filets-là, ils commencent maintenant à découper l'île en morceaux. Maintenant, en découpant l'île en morceaux, l'espace, l'île est restée à ciel ouvert, donc l'espace d'île est resté à ciel ouvert. Maintenant, ils vont commencer à capturer les poissons. Maintenant, à capturer les poissons, il y a même les alevins, donc les petits poissons, même les poissons qui ont des œufs, donc toutes sortes de poissons sont capturés. Maintenant, cette pratique... Une pêche vraiment illicite. Hein. Une pêche vraiment illicite. Maintenant, cette pratique fait en sorte que nous puissions avoir la rareté des poissons. Parce que si on regarde la manière, dont la province Maïndombe produisait des poissons, il y a d'ici là 5 ans, et puis la manière dont elle est en train de produire aujourd'hui, on verra qu'il y a vraiment, une chute. La province produisait une grande quantité de poissons, mais aujourd'hui, il y a une petite quantité. On doit décourager tous ceux qui se livrent à ces genres de pratiques. Voilà. Maintenant, cette pratique aussi détruit les écosystèmes. Oui. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, nous le savons, étant les environnementalistes, les espèces se multiplient dans un endroit favorable. Oui. Là, lorsqu'on vient détruire cet endroit qui leur est favorable, ces endroits, donc il y a plus moyen que les poissons se multiplient. D'où, moi, je souhaiterais, au lieu que... Là, je parle directement au monsieur le gouverneur, M. Kosokivani Lebon. Au lieu de faire la pisciculture, moi, j'aurais mieux souhaité qu'on instaure un système de sensibilisation pour montrer aux pêcheurs les risques que sommes-nous en train de courir. Montrer les pêcheurs où pêcher, quand pêcher, sur quoi pêcher. Et avec quoi pêcher aussi. Ouais. Et le matériel à utiliser. Le matériel à utiliser, bien évidemment. Très bien. Les Ntiangi maintenant. Les Ntiangi. Les Ntiangi, c'est quoi? Les Ntiangi, c'est une pratique qui consiste à utiliser des filets à petits trous. Donc, qu'est-ce qui se fait? On peut être à deux, on peut être dans des pirogues, l'autre est là-bas et moi je suis ici et vous jetez le filet. On jette les filets à petits trous. Et ce filet à petits trous-là va tout ramasser. Dans son passage, il va tout ramasser. Oui. Même les poissons, même les alevins, les poissons qui ont des œufs, les poissons en maturité, tout. Et maintenant, quand on ramasse déjà même les alevins, les poissons qui ont des œufs, cela veut dire c'est comme si nous bloquons la reproduction des poissons. C'est ce qu'il faut aussi qu'aujourd'hui, la province souffre de la rareté des poissons. Voilà. Ça, c'est les Ntiangi. Ça, c'est les Ntiangi. Et le troisième, c'était encore le troisième, c'est ce qu'on appelle l'Ifumba. L'Ifumba. Voilà. Maintenant,
Le Lufumba, c'est une pratique qui est associée et les Tchangi et les Samboussa. Mais qu'est-ce qui s'est fait dans Lufumba? On cible, là ce ne sont pas du tout des îles, mais on cible peut-être, on les a, je ne sais pas comment ça se dit en lingala, mais on appelle ça les endroits où il n'y a pas vraiment un fort courant d'eau. Ouais. Et ces endroits-là seront ciblés. Une fois ciblés maintenant, les pêcheurs vont commencer à découper en morceaux. Si vous regardez bien, il y a une image qui va se passer. Vous verrez qu'il y a souvent des petites îles qui coulent. C'est ces images-là. Oui, ces images-là. Il y a des petites îles comme ça qui coulent. Ces pratiques-là proviennent de ce qu'on appelle l'Ufumba. Donc, là aussi, il y a les endroits où les poissons se multiplient. Donc c'est la même chose avec... Mais malheureusement, toutes ces pratiques-là sont vraiment des pratiques qui doivent être prohibées. Ce sont des pratiques principales. Il y a certaines malheureusement. Ce sont des pratiques principales permettant à la population Maïndombe d'avoir de quoi manger. De quoi manger, mais même si en même temps on ne s'illustre pas dans une pêche durable, on va manger aujourd'hui, mais demain on va mourir de faim parce que ce sont des pratiques qui détruisent les écosystèmes. Mais c'est ça maintenant les conséquences aujourd'hui. Maïndombe se plaint, Maïndombe souffre de la famine. C'est la raison même pour laquelle aujourd'hui, monsieur le gouverneur a eu cette initiative-là de faire la pisciculture. Pourquoi? Parce que les poisons deviennent de plus en plus rares. Mais justement, la pisciculture, effectivement, quand on dit pisciculture, on voit à la fois toutes les normes qui doivent entourer ces activités de pêche, d'exploitation des poissons. Mais est-ce que aujourd'hui on peut se dire que les autorités au niveau de la province, que ce soit le ministre de pêche au niveau de la province, a eu à mener d'abord une étude appropriée pour voir ce qu'il faut réellement proposer à tous ceux qui se livrent à ces activités pour que l'on puisse mettre fin à toutes ces pêches illicites, à toutes ces pêches qui sont non durables, en vue de transiter vers une pêche durable qui va faire en sorte que la population actuelle puisse bénéficier des poissons, tout en assurant aussi cette continuité pour les générations à venir. Merci beaucoup. Vous savez, la manière dont la pêche s'est faite à Maïndombe, premièrement, d'abord, nous manquons des associations de pêcheurs. Il n'y en a pas. Association de pêcheurs. Il n'y en a pas. D'ailleurs, on en arrive. D'ailleurs, je l'ai parlé dans mon ouvrage Maïndombe Perspectives et Vision. Nous devons, dans les alternatives, bien évidemment, nous devons mettre en place les associations des pêcheurs. Parce que vous savez, ces pêcheurs-là, ils ne se rendent pas suffisamment compte de ce qu'ils sont en train de faire. Nous, étant des scientifiques, nous devons mettre en place un comité, allais-je dire, ou bien les gens qui vont sensibiliser le pêcheur là pour pouvoir qu'ils changent leur manière de faire la pêche. Est-ce qu'il y a seulement question de sensibiliser ou que l'autorité de l'État puisse se faire sentir aussi? Si tu ne veux pas respecter la norme, on te met de côté. Partant de cette sensibilisation-là, c'est partant de cela que les pêcheurs, premièrement, d'abord sauront ce qu'ils sont en train de faire et la dangerosité. Là, c'est premièrement. Deuxièmement, ce que je viens d'évoquer ici, les autorités compétentes doivent mettre en place des mesures d'encadrement pour encadrer tous ces pêcheurs-là. Peut-être, vous savez, on ne peut pas pêcher tout au long de la saison. Mais c'est ce qui se passe à Maïndombe. Que ce soit la saison sèche, la saison de pluie, nous pêchons. Il y a des endroits purement stratégiques qu'il faut pêcher dans telle saison ou telle chose. Mais les pêcheurs, ils ne savent pas ça. Mais comment ils le sauront? Il faut que les autorités compétentes les encadrent. C'est ce que ça, vous avez proposé dans votre ouvrage Maïndombe, Vision et Perspective. Voilà. Espérons que les autorités vont s'y appliquer. Espérons que les autorités vont continuer à travailler pour que l'on puisse encourager justement une pêche durable qui va permettre à ce que l'on consomme aujourd'hui du poisson, que demain aussi nous ayons la possibilité
et consommer du poisson parce que c'est ça, c'est ce que l'on veut, le développement à la base. Il faut que ce soit des actions durables, des actions qui puissent profiter à ceux qui sont là aujourd'hui, mais aussi aux générations à venir. Alors nous tendons petit à petit vers la fin, d'ailleurs on va dire vers la fin parce que la télé c'est le temps. Votre caméra est là. Quel est le message que vous lancez finalement à ceux qui vous suivent, notamment aux autorités, que ce soit provinciales ou nationales, par rapport à toutes les initiatives que vous menez, toutes les actions que vous menez, mais aussi à ce que vous envisagez pour votre province, pour le Mai-Ndombe, qui fait partie des provinces de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Je commence d'abord aux autorités compétentes sur le plan national, dont Madame la ministre de l'Environnement, que je les salue en passant là où elle est. Aussi ministre des Transports, aussi ministre de Pêche et l'élevage, parce que ce sont là des ministères qui sont concernés par... Je les salue là où ils sont. Voilà, c'est les ministères de l'Intérieur. Nous devons encourager ce que les jeunes sont en train de faire, parce que ce n'est pas une mince affaire. Nous le faisons de notre propre vouloir pour le bien de notre pays. Et puis, il y a de ceux-là qui ont du potentiel. Il n'y a pas que moi, il y a de ceux-là qui ont du potentiel, mais il manque de soutien. Soutenez-nous, parce que demain ou le lendemain, vous allez partir. C'est nous peut-être qui allions vous remplacer. Si vous ne nous soutenez pas, aujourd'hui ou le lendemain, on sera, le Congo risque de tomber dans un déclin précoce. Et puis, du point de vue provincial, je parle directement à monsieur le gouverneur Kosoki Vani Lebon. Je suis en train de mettre en place mon ouvrage intitulé Maintenant perspectives et vision. Via cet ouvrage, je compte mettre en place un cabinet d'études d'impact environnemental et social qui vise à promouvoir les transactions maritimes, à veiller en sorte que les accidents puissent être minimisés. Voilà. Alors, moi seul, je ne saurais pas. Mais peut-être avec votre aide, peut-être avec votre soutien, aujourd'hui, Mai-Ndombe sombre dans un cauchemar d'accidents chaque fois. Mais le lendemain, peut-être si vous me soutenez, nous pouvons lutter contre ces fléaux. Et le lendemain, le taux d'accident sera minimisé grâce à l'étude d'impact environnemental et social que je compte mettre en place. Et vous comptez mettre en place, que le gouvernement provincial doit mettre en place, parce que nous espérons que nous en croit qu'il y a des experts sur le terrain, sur place, qui sont censés mener toutes ces études-là pour communiquer avec les autorités et veiller même à ce que toutes les normes qui sont établies, qui sont mises en place soient respectées. Parce on l'a dit au début, la grande part des responsabilités revient à l'État, aux autorités. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était là l'ingénieur Rachidi Bondiba, monsieur maître ingénieur Rachidi Bondiba, avec qui nous avions eu à aborder cette question intéressante liée justement au développement de la province de Mai-Ndombe, un jeune soucieux du développement de sa province. Il est allé jusqu'à mettre sous pied, il est d'ailleurs en train d'écrire un ouvrage, Mai-Ndombe, vision et perspective, une façon d'accompagner, de contribuer justement à l'émergence de sa province. Un appel est lancé aux autorités provinciales, pourquoi pas aux autorités nationales, pour accompagner tous ceux qui ont de belles idées, de belles initiatives qui vont dans le sens d'accompagner la vision du chef de l'État. Développement à la base, c'est ce que nous voulons. Il faut qu'il y ait des actions et des actions qui respectent les normes. Et c'est justement ce que vous avez découvert à travers cette émission. Merci à vous d'être passé dans savoir en parler. Le plaisir est partagé. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci à Réli Mouvou, merci aux Meno qui nous ont permis d'arriver jusque chez vous. Mesdames et messieurs, restez nous fidèles. Nous sommes et nous serons toujours là pour vous servir. Au revoir.